Docteur Macoumba Diouf, je suis le directeur de l'horticulture, je suis maire de la commune de Latmingué et président de la commission de décentralisation de l'association des maires du Sénégal et je suis membre du club Sénégal émergent. L'émergence du Sénégal, on en est à un niveau où 5 à 7 années durant, je parle des dernières années, on était à un taux de croissance moyen autour de 6%. Je dis, on n'était pas loin de créer les conditions d'atteinte. On les avait même créées, on n'était pas loin, j'allais dire, d'atteindre l'émergence à travers une croissance à 2 chiffres. Parce que rappelez-vous, la dernière performance que nous avons eue, c'était une croissance de 7,2. On n'était pas loin du compte. Donc tous les signaux étaient au vert. Au moment où la Covid est arrivée comme un cheveu ou des cheveux dans la soupe pour pratiquement, je ne dirais pas gâter tout, mais gâter beaucoup de choses. En tout cas, freiner cet élan. Donc, en clair, conformément à sa vision, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, a élaboré et mis en œuvre le plan Sénégal émergent. Conséquence, c'est le résultat que je viens de décrire. Avec le coup d'arrêt, j'allais dire, ou presque, que cette croissance a connu, avec en 2020 une croissance autour d'un point, ce qui est d'ailleurs une très grande performance parce que on pensait, comme on l'a eu partout en Afrique et dans le monde, à la récession. Mais grâce à sa vision sur l'agriculture, une vision avant-gardiste, mais aussi volontariste, qu'il a fait prendre des engagements ou des décisions particulièrement courageuses, mais aussi des investissements massifs, des innovations sans précédent, l'un dans l'autre. C'est cette vision, cette volonté, mais aussi ces actions, ces mesures du chef de l'État ont permis, disais-je, de créer cette dynamique de croissance, cette dynamique qui devrait mener vers l'émergence de notre pays, cette dynamique que nous avait mis sur une rampe de lancement et de quoi donc lui tirer un grand chapeau. Je parle du président de la République. Tout à fait. Et c'est une bonne transition. Je vous ai dit les performances spectaculaires, records que notre économie, et en particulier notre, tout secteur confondu bien sûr, mais notre agriculture, ont connu, économie et agriculture de manière particulière, avec l'avènement et sous l'impulsion du président Macky Sall. Je viens de vous dire que le coup de frein est dû à la Covid. Mais vous l'avez dit, visionnaire, vous l'avez vu, visionnaire qu'il est, comme il l'avait fait pour le PSE, à son avènement à la tête de l'État, il l'a fait de même dans le contexte de la Covid, avec, n'est-ce pas, un programme de résilience économique et sociale et un programme de relance de l'économie nationale qui ont, selon les situations, mené enfin
plan d'action prioritaire, ajusté et accéléré. Le PAP déjà, validé en septembre 2020. Pour les 3 prochaines années, 2021-2023. Vous avez vu, dans l'immédiat, dans l'urgence, cette mesure, avec le presse, qui nous a coûté pratiquement 1000 milliards, c'était un peu, vous parlez de résilience, allons-y, c'était pour permettre aux populations, et notamment à celles les plus vulnérables, de résister, de se maintenir suffisamment en force pour retrouver donc des capacités de production. C'est dans ce cadre que rentre l'aide alimentaire qu'il a donné, la subvention sans précédent sur les semences et les engrais, sur le matériel agricole, pour une campagne exceptionnellement bien financée de 60 milliards, vous vous souvenez? C'est là que rentre tout le soutien qu'il a apporté au secteur du transport, au secteur de l'artisanat, bref, au secteur des acteurs de l'informel. C'est là où rentre, n'est-ce pas, l'appui sans précédent qu'il a donné au secteur formel également, à travers les entreprises, pour éviter, n'est-ce pas, la mise en chômage du personnel, mais aussi pour éviter, n'est-ce pas, la situation qui allait mettre nombre de ces entreprises à genoux. C'est pour leur permettre d'être résilientes. Donc, résilience alors de l'économie, résilience du secteur informel, qui joue un rôle important dans notre économie. 90 à 95% relève du secteur informel. Résilience des personnes les plus vulnérables. Donc, ce qui a créé les conditions, n'est-ce pas, de maintien à un niveau qui a permis de repartir, c'est le cas. Parce que si, à la place d'une récession, on réalise 1 point de croissance, on est à une situation où, si on combat bien la Covid et que le bon Dieu nous aide à la vaincre, on a créé les conditions d'une relance économique. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de hasard. En ce qui concerne la campagne dont vous faites référence, je vous ai dit que c'est les talents et les dispositions de visionnaires qui caractérisent le chef de l'État, le président Macky Sall, qui l'ont poussé à prendre les mesures que j'ai rappelées tantôt. C'est cela qui a mené à ce résultat. Je l'avais dit en son temps, je disais aux gens, la générosité, c'était en 2020, avec laquelle le chef de l'État a accompagné son peuple. Ça ne peut pas passer en perte et profit. Ça ne peut donner qu'un résultat satisfaisant parlant de l'hivernage. Vraiment, j'en étais moi persuadé. Parce que le bon Dieu est plus généreux que nous tous. Et il n'a rien de plus cher que ces créatures que nous sommes. Donc quelqu'un qui vient les aider à ce point, de manière vraiment spectaculaire, ce que personne n'a fait ici en Afrique, on peut le dire, personne. Mais c'est vraiment révolutionnaire. Et ça, ce qui a suivi, c'est pourquoi on ne peut pas parler de hasard, donc, ni de coïncidence. C'est la baraka de son acte, mais aussi il a eu juste le fruit de son travail et de son investissement sur les humains que nous sommes. Oui, bien sûr que moi je marque ma compassion avec ces producteurs qui ont vécu quelques moments difficiles cette contre-saison-là, notamment en ce qui concerne la filière oignon. Mais je dois quand même commencer par dire que si problème il y a, quelque part nous sommes victimes de nos succès. On a tendance à l'oublier. Et c'est pas convenable de l'oublier. Rappelons-nous
que si vous prenez la pomme de terre, on était totalement dépendant de l'étranger en 2012. Donc si aujourd'hui on produit de la pomme de terre, c'est vrai, pour des quantités qui dépassent nos besoins, au point que le manque d'infrastructures soit le problème, il fallait quand même toujours se rappeler qu'on a réglé quand même le problème le plus grand. C'est le défi de la production locale. On était en train d'enrichir des producteurs hollandais, belges, marocains, français, où on importait la pomme de terre. C'est pareil pour l'oignon. Donc si aujourd'hui on arrive à lever le défi, n'est-ce pas, de la production, mais il faut d'abord s'en féliciter. Et féliciter le chef de l'État et son gouvernement, mais aussi nos braves exploitants horticoles. Moi, je voudrais d'abord commencer par ça. Je préfère qu'on ait un problème qui s'appelle problème de conservation, qu'on ait un problème qui s'appelle déficit de production. Vraiment, très clairement. Maintenant, revenant à la situation, oui, on a quand même, du fait d'une production groupée, on va dire, au cours du trimestre février, mars, avril, on a pas moins de 80% de la production totale qui arrive sur le marché. Donc pendant une courte période, on a un semblant, je l'appelle, de sur-offre. Parce que quand même, on a besoin de 25 000 tonnes par mois d'oignons. Ce n'est pas parce qu'on en aura reçu 100 000 tonnes qu'on va les consommer. On a beaucoup de tout couleurs, j'ai l'habitude de le dire, mais on ne pourra jamais consommer 100 000 tonnes en un mois. D'accord? Donc, ce qui fait que le surplus, du fait de déficit d'infrastructures, on arrive difficilement à réguler la mise en marché. Ils viennent tous sur le marché, donc, suivant le principe de l'offre et de la demande, les prix chutent. Beaucoup d'entre eux qui n'arrivent pas à écouler pendant la période ont des problèmes de perte post-récolte, qui peuvent atteindre maintenant jusqu'à 25 ou 30%, ce qui est quand même énorme. Donc, ce qui a accentué surtout le problème, c'est le fait que les agrobusiness, qui n'étaient pas d'habitude dans l'oignon, ils étaient dans la pomme de terre, et dans la pomme de terre, il y a quand même des infrastructures de stockage. Ces privés les ont réalisées pour eux-mêmes. Mais pour l'oignon, ils n'ont pas réalisé d'infrastructures de conservation. Donc du coup, ils sont au même pied que les petits exploitants. Non, parce que c'est des infrastructures marchandes. Ce qui est de ressort de l'État, c'est d'impulser, c'est créer l'environnement, les incitations pour encourager le privé à investir dans ce secteur qui est quand même particulièrement lucratif. La preuve, pour fonder ce que je dis, c'est que des privés qui ont pris du crédit à la banque ici au Sénégal, n'est-ce pas, plus leurs apports personnels, ont réalisé des emplois à hauteur aujourd'hui de 70 000 tonnes. Si vous faites le cumul des 3 agrobusiness ou 4, ils ne sont pas à moins de 70 000 tonnes de pommes de terre qu'ils conservent. Donc, ça veut dire que c'est faisable sur l'oignon. D'ailleurs, c'est moins cher de faire un magasin aéré ou réfrigéré, ou ventilé, autant pour moi, que de faire une chambre froide. Donc, les investissements qui ont été réalisés dans la pomme de terre sont plus coûteuses de loin que des infrastructures pour garder l'oignon. Donc, c'est au secteur privé de se lancer. Fort heureusement d'ailleurs qu'actuellement, avec toujours l'initiative du chef de l'État, hein, parce que l'État, avec lui, la vision est claire, la volonté est claire, mais surtout, les mesures d'incitation sont toujours au rendez-vous. Il a mis sur la table 2 milliards de francs CFA pour réaliser des hangars pour le stockage de l'oignon. Ce qui a permis à la DER d'être dans les dispositions pour mettre au moins 2 autres milliards. Et les privés qui ont été sélectionnés, je pense qu'ils sont 2 ou 3, qui se sont engagés avec leur banque, vont amener également leur part du financement. Ça veut dire que l'un dans l'autre, pour la contre-saison prochaine, on s'attend à une réalisation, un début de solution, avec des hangars qui vont être réalisés par des acteurs connus, et une partie va pouvoir être conservée et faciliter, n'est-ce pas, la régulation pour maintenir de manière continue l'oignon local sur le marché toute l'année, mais aussi maintenir des prix suffisamment compétitifs pour le producteur, mais aussi en phase avec le pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc voilà pourquoi je me félicite de
de cette initiative. Et j'engage également les agrobusiness à investir pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour réaliser des infrastructures pour eux-mêmes. Parce que n'oubliez pas quand même, ils sont à des records de rendement au moment où le petit producteur est à 20 tonnes à l'hectare, ils sont entre 70 et 90 tonnes à l'hectare. Ça veut dire que, quelle que puisse être la superficie, quelle que puisse être sa petitesse, il reste très productif, ces agrobusiness. Donc ça, c'est aussi un appel que je réitère pour qu'ils investissent comme ils l'ont fait dans la production, parce que c'est depuis 2 ans seulement qu'ils le font, qu'ils investissent dans les infrastructures comme certains l'ont fait pour la filière pomme de terre. En fait, tout est lié. Parce que je viens de vous dire, je vais vous parler de régulation. Le gel est une des étapes ou une des mesures pour lancer ou pour procéder, pour effectuer la régulation. Si vous n'avez pas d'infrastructure, je viens de le dire, de stockage pour la production locale, vous pourrez difficilement organiser le gel. Vous pourrez difficilement être efficace en appliquant le gel. Je rappelle que en appliquant le gel, c'est juste pour arrêter les importations. Mais la régulation se fera maintenant à l'interne, entre zones de production, ici même au Sénégal. Donc, voilà pourquoi, s'il n'y a pas d'infrastructure, ça va être difficile. Je vous donne un exemple. À un moment donné, l'ARM avait demandé aux agrobusiness d'arrêter leur mise en marché et de laisser aux petits exploitants, petits producteurs d'oignons, de commercialiser. Ça a duré 1 semaine. Ils n'ont pas tenu. Oui, parce que, comme je viens de vous dire, ils étaient soumis au même problème et souvent entre les mains avec des productions de loin plus importantes en termes de quantité. Ils étaient soumis, ils avaient en face le même problème que les petits exploitants. Donc, ce qui fait que la régulation a très vite été perturbée avec des problèmes des exploitants horticoles, des GIE, des unions, des associations, en tout cas des PME, en face des agrobusiness qui se regardaient en chaîne de faïence, des attaques qui n'arrêtaient pas en direction de certains services techniques. D'accord? Donc, c'est dire, la solution pour tous, en réalité, c'est l'existence d'infrastructures de stockage et de conservation à un niveau qui permet de réserver, n'est-ce pas, l'aspect sur-offre pendant la période de forte production. Ça permet à la fois je ne sais pas vider, mais en tout cas de faire en sorte que le marché ne soit pas submergé. Donc, et s'il n'est pas submergé, on peut jouer sur le prix à travers un mécanisme de régulation. Vous avez vu que des arrêtés sont souvent même produits. Voilà, les arrêtés sont souvent sortis. Dès que notre plateforme qui regroupe à la fois l'ARM, la direction de l'horticulture, la DPV, la douane, les producteurs et les commerçants se réunissent, dès qu'on s'accorde, il y a des arrêtés qui sont émis par Madame le ministre du Commerce et qui organise et réglemente tout cela jusqu'au prix, du prix Borchamp, prix au niveau des parcs et le prix rendu Dakar. Donc, mais si ce mécanisme marche, c'est parce qu'il y a quelque part où on peut jouer pour gérer les stocks. Mais si on n'arrive pas à gérer les stocks, la régulation est soumise à rude preuve. Et ça a été le cas cette année. Je voudrais d'abord féliciter le chef de l'État et son gouvernement à travers le ministère en charge des élections, qui est le ministère de l'Intérieur, pour d'abord le chef de l'État, pour ses dispositions particulièrement salutaires d'ouverture
dans lesquels il a toujours été et qui lui ont permis de prendre de la hauteur et de lancer très tôt, dès sa réélection, un appel au dialogue. Dynamique qui a quand même permis d'arriver au succès, moi je l'appelle, auquel on est arrivé, au point de nous diriger maintenant de manière résolue vers l'organisation des élections locales pour le 23 janvier 2022. Nombre de points, vous avez suivi l'actualité comme nous tous, ont été débattus, discutés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'essentiel, la classe politique, sous le leadership du chef de l'État, a pu s'entendre au terme du dialogue qui a été engagé. S'entendre sur l'essentiel. Jusqu'à l'audit du fichier, mais aussi jusqu'à l'organisation des élections. Donc, je voudrais me féliciter de ça et féliciter le chef d'État et l'ensemble de son gouvernement. Ceci dit, je voudrais également féliciter l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi nos populations qui ont pu s'investir pour que le processus de révision des listes électorales se déroule correctement, au point qu'on en est maintenant à la phase contentieuse depuis le 8, parce que c'est le 8 que les opérations ont été arrêtées.